des externalités environnementales positives de l'élevage laitier, donc en particulier du stockage de carbone et de la biodiversité. Donc on va se présenter tour à tour, mais pour ma part, donc, je suis Jean Charef, chef de projet au CNIEL, et je vais laisser la parole sans plus attendre à Daniel pour une rapide introduction. Merci Daniel de remplacer au pied levé Stéphane. Oui, je remplace au pied levé Stéphane Gerondel, qui est le spécialiste biodiversité, carbone à l'interprofession laitière. Bon, moi Daniel Perrin, mais on ne désespère pas qu'il arrive, hein. Mais comme c'est le régional de l'étape, il se fait happer. Hein. Donc moi, Daniel Perrin, je suis producteur de lait en Meurthe-et-Moselle et je suis au CNIEL, président de la commission scientifique, technique, environnementale et économique, et membre du bureau du CNIEL. Donc 2 mots pour rappeler le travail de France Terre de l'Air. Alors j'ai l'impression que je vais répéter 3 fois de suite la même chose en faisant une conférence, la première sur le bâtiment, la deuxième sur les mots, et là on arrive sur l'environnement. De dire que sur les 3 sujets-là, à chaque fois, on considère qu'il faut anticiper. Alors, vous voyez, 3 sujets différents, mais il faut anticiper. Ça, je pense que ça doit être l'ADN de l'interprofession, donc avec le soutien de la matière grise de l'IDEL, comme on dit. Mais plutôt que de vouloir courir à expliquer ce qu'on fait, on n'en sortira jamais. Il faut montrer ce que l'on fait. Alors, on a des ambitions dans le plan de filière. La loi sur la biodiversité, le réseau syndical majoritaire y a beaucoup travaillé. On sait aujourd'hui qu'on a facile d'accuser l'agriculture, mais alors c'est pas de la démago, parce que j'aime bien les chats. Mais aujourd'hui, s'il y a moins d'oiseaux, c'est tellement qu'il y a de chats qui mangent des oiseaux. Donc c'est un problème d'équilibre. Et sur ce qui est le carbone, on a une vraie... Là, je vais être un peu plus loquace, parce que je connais un poil mieux le sujet. On a une vraie ambition à France Terre de lait d'une réduction des émissions de carbone. Parce que de toute façon, si on ne le prend pas en main, c'est ce que je disais tout à l'heure à une question, oui, on peut toujours dire, on en demande toujours plus, on en demande toujours plus. Ça, c'est le rôle un peu plus difficile du responsable professionnel. C'est d'essayer plutôt d'anticiper que de hurler avec les loups. C'est vachement facile de hurler avec les loups, mais d'anticiper. Et le carbone, on a une vraie volonté donc, de réduction. Et là, on est sur un programme alors, via Apigène. Apigène, c'est une structure de recherche génétique. Et on a la chance d'avoir un peu de fonds de caisse. Donc, les interpros ne pouvaient pas déposer le projet, l'IDEL ne pouvait pas déposer, mais travaille avec nous, avec l'INRAE, avec Apigène, pour déposer ce qu'on appelle un projet méthane 2030, un projet à plusieurs millions d'euros, pour être justement en capacité. Alors, il y a la volonté, mais si on n'y met pas la recherche, moi, j'ai peur qu'à un moment, la volonté, ça ne suffise pas. Donc là, le travail qu'on fait sur le carbone, et travailler tous ensemble, et on pense que notre projet sera retenu dans le cadre de France 2030. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, que souvent, quand on croit déposer un projet qui n'a aucun souci, c'est sûr qu'il va passer parce qu'il est à la mode. Il répond à l'ère du temps. Il y a des fois, il y a certains intérêts contradictoires qui font que, on passe pas. Bonjour. Donc voilà rapidement, Jean, l'introduction que je voulais te faire et te dire bonne conférence. Je sais que tu as 2 intervenants et un que je connais depuis longtemps. Il est venu sur mon exploitation avec un ingénieur du BTPL où on commençait à regarder sur les PMPOA. C'est un truc que tous les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Bon, je te souhaite une bonne conférence. Et si je vois Stéphane, je vous l'envoie, premier. Ça marche. Merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction et au pied levé. Donc en effet, comme l'évoquait Daniel, il y a cet enjeu au niveau de la filière du changement climatique. Moi, je ne vous l'apprendrai pas. Hein. Cette année, plus que les autres années, les acteurs de la filière l'ont subi et s'en sont rendus compte. Le changement climatique, c'est un enjeu d'actualité pour nos filières agricoles. C'est également un enjeu qui est pris en charge au niveau international. Alors là, j'ai mis des petits exemples d'illustration. Vous n'êtes pas sans connaître voilà, la COP26 qui a pu se réunir en 2021 sur le sujet du changement climatique, les rapports du GIEC successifs qui nous expliquent voilà, le changement climatique et le rôle des activités anthropiques dans ce changement climatique.
Et ce changement climatique, il est dû aux émissions donc, de gaz à effet de serre. Et si on s'intéresse au niveau français aux émissions de gaz à effet de serre par secteur, on voit que l'agriculture et la sylviculture, ils sont responsables de 19% de ces émissions, et qu'au niveau de notre élevage bovin laitier, on est voilà, responsable de 6% de ces émissions. Donc de ce constat, voilà, toutes les activités anthropiques émettent des gaz à effet de serre. La filière laitière a souhaité se fixer un objectif de réduction de son impact sur le changement climatique. Pour ça, ça passe par la démarche de responsabilité sociétale de la filière dont parlait Daniel précédemment, France Terre de lait, avec un axe d'engagement, un axe de performance particulier sur les productions responsables et des objectifs chiffrés de réduction d'ici 2025, notamment de moins 20% des émissions de l'empreinte carbone du lait en sortie de ferme. Et pour cela, pour y parvenir, s'appuyer sur une démarche qui s'appelle ferme laitière bas carbone. Alors, je ne suis pas expert, c'est ma collègue Mathilde Grégoire qui est plus expert, mais donc une démarche qui rassemble le CNIEL, l'IDEL, Eliance et le réseau des chambres d'agriculture, et qui vise à apporter des plans d'action personnalisés par éleveurs pour améliorer leur empreinte carbone. À date, il y a près de 33% des éleveurs qui sont engagés et plus de 1600 conseillers qui sont formés à l'outil CAP2ER, donc qui sont outillés pour aider les éleveurs dans cette démarche. Au niveau, ça c'est une sortie qu'on peut avoir au niveau de ferme laitière bas carbone et de l'outil CAP2ER. On constate voilà, différents impacts, à commencer par ce qu'il y a sur la partie de droite qui sont les impacts de la ferme, notamment au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. Mais il y a également une partie d'impact et de contribution qu'on va appeler plus positive, qui sont à la fois sur l'aspect production nourricière de la ferme et également entretien de la biodiversité et stockage du carbone sur la ferme. Et c'est ces deux thématiques-là qu'on va essayer de développer aujourd'hui avec Hélène puis Vincent, donc, pour vous parler du stockage de carbone et des projets qui peuvent être menés sur la filière sur ce sujet. Et dans un second temps, avec Vincent, vous parler de la biodiversité. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Hélène pour présenter la partie stockage carbone. Merci bien. Je vais vous parler du stockage carbone. Alors, avant d'aller plus loin dans les diapos, juste pour vous dire, stockage carbone, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est tout simple, en fait. Quand on parle de ça, c'est l'évolution de la matière organique dans nos sols. Quand on enrichit nos sols en matière organique, en fait, on enrichit en carbone. En gros, un laboratoire, il dose le carbone, il multiplie par 1,72 et il vous donne votre taux de matière organique dans les sols. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui est depuis longtemps surveillé par les agronomes et qui nous intéresse maintenant d'autant plus que, en fait, plus on augmente cette matière organique dans nos sols, plus ça veut dire qu'on en retire de l'atmosphère. Donc en fait, c'est ce qu'on va dire, on séquestre sur du long terme du carbone dans les sols et donc ça contrebalance nos émissions. Et donc, dans le cadre du 4 pour 1000, il avait été dit d'ailleurs que ça pouvait compenser une bonne part des émissions de CO2 fossiles à l'échelle de la planète. Et donc, c'est vraiment un levier important. Et donc, comme il y a de l'élevage dans beaucoup de fermes en France, ça devient un levier qui est important à l'échelle de la France. Potentiel. Ouais. Donc, vous voyez, là, j'ai remis les vaches laitières et les vaches allaitantes. Et vous faites rapidement une relation entre, effectivement, nos vaches laitières, ici, les zones sur lesquelles elles sont, et les niveaux de stock de carbone dans les sols. Donc, ça, c'est une carte produite par le GIS-Sol, qui sont des mesures. Et donc, on voit que là où sont les bovins, en France, sont sur des sols qui sont moyennement riches en carbone. Et donc, ce n'est pas un hasard. Il y a un effet climat, effectivement, dans les zones un peu de montagne, mais il y a aussi le fait que l'élevage, il va recycler la matière organique dans ses déjections. Il va aussi générer des prairies dans les territoires. Et en moyenne, les prairies elles ont un stock de carbone, un capital carbone dans le sol, qui est nettement plus élevé que les sols en grande culture. Donc, l'intérêt de regarder ces aspects-là, c'est de se dire est-ce qu'on pourrait l'augmenter, ce stock, puisqu'on va en retirer de l'atmosphère. Donc, on a une publication scientifique à essayer de voir jusqu'où on pourrait, dans la terre fine, augmenter ce stock, soit sur la partie superficielle, soit sur la partie plus profonde.
Donc vous voyez qu'il y a encore sur la partie du sol, même en surface, possibilité d'augmenter ce stock dans la terre fine. Voilà. Il y a encore un potentiel plus important a priori dans la partie plus profonde. Voilà, c'est un peu plus difficile à faire sur du court terme, mais ça permet de dresser un peu une ligne de conduite sur ce qu'on aimerait voir à l'avenir sur le territoire français. Il y a eu une étude 4 pour 1000 qui a été faite par l'INRA, qui est sortie en 2019 et les rapports sont remis à jour en 2020, justement pour chiffrer jusqu'où on pouvait aller, est-ce qu'on pouvait aller jusqu'à 4 pour 1000 en France ou pas, et qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les différentes régions françaises. Donc, vous voyez par exemple ici sur la région Auvergne, les différents leviers. Donc on va dire qu'il y a des leviers importants autour davantage de cultures intermédiaires implantées dans les seulement grandes cultures. On va dire c'est à peu près la moitié. Et puis après, l'autre levier important, ça va être tous les axes autour de la prairie. Soit une intensification modérée des prairies avec une meilleure fertilisation organique, un peu de légumineuses, soit en pâturant un peu plus, voilà, moins de fauche et plus de pâturage, mais aussi en introduisant de l'agroforesterie, des arbres intraparcellaires ou en favorisant les haies sur les territoires. Donc ça se répartit moitié-moitié, et à vous de voir où vous mettez ça. Ici, il s'agit de convertir en gros du maïs en silage vers de la prairie de plus ou moins longue durée ou de rallonger les prairies. Donc tout ça, c'est des leviers sur lesquels les élevages et les systèmes d'élevage ont un impact. Et donc si on fait ça dans toutes les régions en France, on peut avoir une idée du potentiel sur lequel on arrive. Voilà. Donc ça, c'est l'augmentation. Ce qui est aussi très important, c'est de dire que l'élevage présent en région, il permet de maintenir déjà des surfaces en prairie. Dans des zones, par exemple ici en Normandie, vous voyez les zones rouges, c'est les zones qui sont en train de perdre des prairies. Donc en gros, en 10 ans, là, c'est les données de la DRAF, on a perdu 11% des surfaces en prairie dans ces territoires. Il y a des endroits où c'est parce que l'élevage s'en va au profit des exploitations en grande culture. Donc un des leviers, je dirais, dans les territoires, c'est de maintenir une mixité production animale et végétale si on veut garder un stock de carbone important dans nos territoires en France. Et puis là, donc plus à l'ouest, là c'est la carte de la Bretagne, c'est facile de le repérer. Et donc là aussi, si on prend les données assez récentes, là c'était les évolutions entre 2010 et 2017. Ça c'est une carte des chambres d'agriculture et on voit qu'effectivement, il y a des zones autour du bassin de Rennes où on perd plus de 20% de la surface en prairie. C'est des prairies temporaires, donc effectivement les prairies temporaires ne restent pas forcément. Voilà, donc ce n'est pas forcément le mouvement vu dans le 4 pour 1000 qui s'opère en réalité sur le terrain. Donc c'est important de sensibiliser les exploitations aux conséquences de ces changements. Donc ce qu'on a souhaité avec INRAE, c'est justement pouvoir avoir un petit outil facile à mettre en place dans des élevages, qu'on a appelé CarSolel pour carbone sol en élevage, qui soit accessible à tout le monde, et notamment aux éleveurs, de façon à ce qu'ils puissent mieux intégrer l'effet des différentes conduites sur les cultures et les prairies de leur exploitation pour voir comment leurs pratiques vont faire évoluer ce stock de carbone. Donc l'objectif pour l'agriculteur, généralement quand il entre dans cette démarche, pour lui, ça va lui permettre de voir, avec sa conduite actuelle sur son exploitation, est-ce que ces pratiques vont lui permettre plutôt de gagner en matière organique, donc en fertilité du sol, ou est-ce qu'il y a des points rouges, c'est-à-dire certains îlots sur lesquels il perd en matière organique, et sur du long terme, ça sera moins durable sur son exploitation. Et donc, en voyant ça, ça lui permet après de rééquilibrer, de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire chez moi de façon à améliorer les endroits où je suis en train de perdre du carbone. Donc, ça sera mieux pour le climat et ça sera mieux pour sa production à long terme. Donc c'est un calculateur qui se place sur une perspective long terme, de 30 ans, et qui va intégrer à la fois les pratiques et les aspects météo et sol qu'on a sur l'exploitation. Donc, comment faire si vous êtes producteur pour utiliser cet outil? Donc, il faut découper votre exploitation en grands blocs, les prairies permanentes de fauche, la partie plus, permanente fauche ou pâture, la partie plus prairie culture et la partie grande culture. Si vous avez différents types de sols, vous ferez plusieurs fois un calcul, voilà, parce qu'effectivement, votre type de sol va interférer. Et donc ensuite, vous recherchez les données sur votre exploitation
des infos sur les années en prairie qui vont être autour des rendements d'herbe valorisés, des nombres de coupes, des journées de pâturage réalisées en moyenne, et également des apports qu'on y fait en engrais minéral et organique. Voilà. Et de l'autre côté, sur les années en culture, on va enregistrer, si c'est la prairie temporaire culture, le nombre d'années en culture et en prairie. Les rendements des cultures, de même la fertilisation organique minérale, et puis également si on met souvent ou pas des couverts entre ces cultures, et si on irrigue ou pas ces îlots. Et juste avant de passer, voilà, si vous avez des données, donc on va vous proposer des données par défaut, mais si vous avez plus précis, vous pouvez recorriger ça avec vos analyses de sol, ou parce que vous êtes en condition de... Vous avez des données de pluie, par exemple, particulières pour votre exploitation. Donc, si vous faites ça, vous augmentez la précision. Donc, dès que vous avez rempli ça, ça se fait tout de suite. Vous avez un résultat qui est donc ici, qui va être les kilos de carbone par hectare et par an, qui se stockent ou qui se déstockent dans l'îlot que vous avez renseigné. Donc, c'est sur les 30 premiers centimètres. C'est pour le type de sol en question. Et donc là, c'est un chiffre qui est négatif dans l'exemple que j'ai mis, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre du carbone. Voilà. Et si c'est positif, vous en gagnez, donc tout va bien. Si vous souhaitez vous positionner par rapport à d'autres parcelles dans la région, parce que est-ce que c'est bien, mal, est-ce que je pourrais faire mieux ou pas, vous pouvez aller sélectionner la zone sur laquelle vous êtes, là, alors plus ou moins, c'est vous qui choisissez la zone. Voilà, j'ai pris toute la Bretagne, par exemple. Et donc, le rendu que vous allez avoir, ça va être effectivement, vous voyez ici que je suis un petit peu en déstockage, je suis à moins 100. Et dans cette zone-là, il y a un grand nombre de parcelles, en fait, ici, jusqu'à 950 parcelles, qui sont en fait dans cette situation-là. Voilà. Donc, je ne suis pas dans le pire des cas. Je pourrais gérer beaucoup moins bien ma parcelle, mais je pourrais aussi faire mieux. On voit qu'il y a aussi des gens qui arrivent à stocker dans la zone. Voilà. Donc, vous pouvez choisir de vous comparer à des parcelles du même profil. Par exemple, vous êtes en prairie permanente, aux autres prairies permanentes, ou tout genre de parcelles confondues. Voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi, et ce qu'on propose, c'est des valeurs qui ont été remises à jour, des valeurs qui ont été produites dans le cadre du valeur 4 pour 1000 par INRAE, sur la partie prairie permanente. Et donc, ils permettent de voir ici, en fonction du type de sol sur lequel vous êtes dans l'exploitation, plus limoneux, plus argileux ou plus sableux, où vous vous positionnez. Donc ça, c'est des choses qu'on vous a produites par région. Voilà. Et donc qui vous permettent de voir à l'intérieur. Donc ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois la moyenne pour un type de sol, un type de climat, et vous voyez aussi qu'il y a une grosse variation à l'intérieur de chaque modalité. D'accord, il y a des lunettes. D'accord. Donc, quand on a fait ça, l'agriculteur peut se servir du simulateur pour tester différentes options. Par exemple, si on prend une situation ici qui était en grande culture avec de la fertilisation minérale uniquement, on peut augmenter, mettre des cultures intermédiaires sur l'îlot. Donc, vous voyez qu'il va passer d'un déstockage qui était à moins 250 à presque un équilibre. Beaucoup réduit ses pertes de façon importante, donc c'est un levier efficace. Une autre situation pourrait être d'amener, par exemple, des épandages d'engrais organiques sur cet îlot, ce qu'il ne faisait pas au début. À partir du moment où c'est autorisé réglementairement, ça ne l'est pas toujours, mais s'il peut le faire, dans ce cas-là, on voit que ce levier-là est aussi très efficace dans cette exploitation-là, avec ce type de sol, pour remonter les niveaux de pertes, pour éviter les pertes de matière organique. Là, vous avez un autre exemple. On est parti d'une rotation, on avait 2 ans de prairies temporaires avec des cultures. Donc, on a pareil, on peut apporter fertilisant minéral. Donc, vous voyez que si on apporte de la matière organique, en plus sur les épandages, on rehausse. Donc, là, on était déjà positif, on était déjà en augmentation de la matière organique. On était à plus de 200 kg de carbone stocké par an. Donc là, on va augmenter de beaucoup. Un autre levier à faire, par exemple, si c'est pro, ils vont sur le parti culture, on peut aussi augmenter la durée des prairies, aller vers la prairie permanente. Et là, vous voyez qu'on va, pareil, augmenter de beaucoup
le stock de carbone. Voilà, donc il y a plein de choses possibles à faire. Je vous laisserai découvrir. Pour la suite de ce qui va nous occuper sur le dossier carbone, donc on a lancé un observatoire de carbone dans les sols pour les élevages bovins, OGBO. L'objectif, effectivement, c'est de mieux retracer l'évolution des taux de matière organique dans des fermes d'élevage qui sont conduites, sur lesquelles on connaît bien la conduite. D'essayer de faire la part justement de l'incidence de ces conduites sur la partie matière organique du stock superficiel, ce qu'on regarde jusqu'ici, et la partie plus en profondeur, voir quels seront les effets de nouvelles conduites menées sur ces parcelles. Et tout ça, effectivement, à but ultime, c'est effectivement de perfectionner petit à petit les outils qui sont proposés pour le conseil et en élevage. Donc, vous avez ici le réseau de fermes qui sont la localisation, donc bovin lait, bovin viande et ovin viande, les différents sites. Il y a des fermes expérimentales et il y a des fermes d'élevage qui ont été déjà intégrées dans le projet. Le projet, c'est d'avoir 80 parcelles d'ici l'année prochaine. Donc, on a commencé à faire les prélèvements. Donc, vous voyez ici, on est en train de faire la densité apparente du sol. Donc, prélever le sol, le faire sécher, l'emmener au labo, retirer les cailloux. Donc, voilà, on est en train d'établir le stock sur ces parcelles-là. Et donc, en conclusion, je pense que ce qui est vraiment important là de retenir, c'est d'abord qu'il y a un levier important. C'est la partie séquestration de carbone dans les sols, c'est un vrai levier. Voilà. Ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait en élevage bovin. Voilà. Donc, il faut l'intégrer. On vous a présenté un outil qui vous permet justement de faciliter cette réflexion dans votre contexte. Et vraiment, l'état initial de votre sol va être important. Le climat aussi va être important pour l'évolution de cette matière organique, en plus de vos pratiques. Je l'ai dit, donc dans les territoires, effectivement, tout ce qui est favorable à un maintien des prairies de longue durée va être favorable au carbone dans les sols stockés. Et donc, le maintien de l'élevage dans les territoires, ça va dans le même sens. Et puis, donc... petit à petit, voilà, c'est la science qui progresse. Donc, on est loin de tout connaître sur la partie carbone du sol. Et donc, c'est important d'avoir des mesures et de pouvoir voir comment évolue ce stock, notamment avec les modifications du climat. Et voilà. Et donc, l'élevage laitier, on va dire, contribue au cycle naturel de ce stockage de carbone dans les sols. Voilà, on pense que c'est vraiment une voie à favoriser, voilà, même bonne pour l'environnement. Et en plus, il n'y a pas que l'aspect carbone. Bien généralement, ça va aussi avec la partie biodiversité. Voilà. Et donc, je vais laisser comme ça la parole à Vincent pour... merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation. Peut-être comme tu dois prendre un train rapidement, ce qu'on vous propose de faire, comme on a commencé en retard, s'il y a une ou deux questions sur cette partie spécifique stockage de carbone, profitez-en de l'opportunité, parce qu'ensuite, Hélène va devoir partir. Ouais. Moi, j'ai une question parce que certains détraqueurs disent en fait que quand imagine on a une prairie temporaire, que tout le stockage de carbone qu'elle a fait durant ces années de prairie, si elle est retournée pour faire une culture, il y a tout le carbone qui s'échappe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est vrai que cette partie des leviers, c'est plutôt garder la prairie, plutôt la prolonger, que effectivement, quand on casse une prairie et ça repart pas instantanément, mais ça repart plus vite que ça ne rentre. Donc, c'est à éviter. Voilà. Après, dans les zones, on va dire, de grande culture, avant, il y avait des prairies et maintenant, il n'y en a plus et on voit l'état du stock de carbone. Donc, c'est pas sur du long terme, effectivement, ça repart. Mais ça prend quand même du temps. Les courbes d'évolution, c'est plusieurs dizaines d'années. Vous voyez, là, on se met sur une perspective de 30 ans. Parce que je pense que c'est important de réfléchir quand on a sa ferme à ce qu'on fait aujourd'hui et les conséquences que ça a pour ma production dans 10 ans, mais aussi pour mon fils ou ma fille que je laisse sur le sol dans des conditions climatiques qui seront peut-être plus défavorables. Et donc, la matière organique, c'est un effet sur le carbone, mais aussi sur la réserve utile et la résilience en fait, des sols. Et sur le pesticide, etc. Enfin, d'autres aspects. Mais, voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question sur cette partie stockage de carbone? Oui.
sur l'élevage laitier, mais est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres élevages? Enfin, moi, j'ai participé un peu sur... ce matin, il y avait la présentation du recensement agricole. Pardon, excusez-moi. Ce matin, il y avait la présentation du recensement agricole. Il me semble, d'après ce que j'ai retenu, que l'élevage laitier n'est quand même pas forcément en développement. Je veux dire, c'est un peu comme ça, en raccourci, quoi. Donc, quid des autres élevages, quoi. Enfin... ok, travaillons sur l'élevage laitier, mais c'est quand même pas forcément un élevage qui me semble en grand développement, d'après ce que je comprends. Et donc, quid des autres élevages en général, ou des autres cultures, quoi. Alors, c'est vrai que, je dirais, là, on a une conférence sur l'élevage laitier, donc je parlais de l'élevage laitier, mais en fait, le calculateur ou autre, on peut l'utiliser dès qu'on a un élevage. C'est-à-dire que si on a un élevage en granivore ou autre, on va surtout avoir des cultures. Donc les leviers, ils ont déjà des outils sur la partie grande culture. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est moins novateur dans ce sens-là. Et en fait, ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'on peut intégrer la prairie. Et donc ça va être utile aussi à des éleveurs de ruminants, en gros, hein, qui ont de l'herbe. Ça peut être des moutons, il va y avoir des chèvres, il y a des chevaux, tous ceux qui ont de l'herbe potentiellement. Jusqu'ici, dans les outils, on ne pouvait pas l'intégrer, sauf de la prairie de courte durée, c'est-à-dire 2 ans de fauche. Et donc, ce n'est pas grand-chose par rapport aux surfaces en prairie en France. On n'avait pas de moyens. Alors, il y avait des moyens au niveau de la recherche, voilà, sur des calculateurs comme PACIM ou Styx, qui étaient utilisés. Mais pour faire du conseil directement en ferme, on utilisait plutôt des forfaits, voilà, ou des choses qui étaient loin. On ne pouvait pas intégrer les analyses de sol de l'exploitation pour faire le conseil. Et en fait, cette donnée-là, elle est très importante. Voilà. Donc, ça ne se limite pas à l'élevage laitier. Voilà. Peut-être pour compléter aussi rapidement, mais des projets comme Carsolel, ils sont suivis par, là on parle d'élevage laitier, par le CNIEL, mais également par l'autre interprofession qui est Interbev. Donc là on parle d'élevage laitier, mais c'est des choses qui sont vraies au niveau des leviers globalement pour tous les élevages de ruminants en tout cas. Est-ce qu'il y avait une dernière question sur le stockage de carbone avant de passer à la partie biodiversité? Profitez-en. Oui. J'avais une question par rapport à l'utilisation concrète. Enfin, cet outil, il est disponible pour les agriculteurs. Enfin, comment on fait pour le trouver en fait? J'ai le lien dans ma pochette. Ah d'accord. Okay. Mais du coup, c'est un outil qui est disponible gratuitement, par exemple. Là, il va être gratuitement en ligne. C'est juste qu'on doit rendre les rapports aux financeurs. Ok. Voilà. Et à partir de ce moment-là, voilà. Et après, concrètement, l'agriculteur, il peut faire un autodiagnostic avec cet outil-là, ou alors, je sais pas, il y a quelqu'un de la recherche qui vient l'accompagner dans cette démarche. Alors, j'ai un peu envie de dire les deux. Là. On l'a utilisé avec des éleveurs, pas tout seul, parce que c'était dans une phase de prototype. Hein, donc c'était pour voir si les données étaient accessibles dans les fermes d'exploitation, s'ils comprenaient les résultats. Voilà. Donc ils ont montré l'intérêt. C'est eux qui ont insisté pour qu'il y ait un volet culture d'ailleurs, parce que nous on était partis sur la prairie, mais qu'il y ait la partie culture qui soit intégrée pour avoir l'approche globale. Donc ça les intéresse. C'est surtout le moteur de calcul qui est mis en place. Donc il va être mis en ligne, mais c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait en ligne. C'est que moi, je veux mettre une notice en face, parce que par exemple, il faut intégrer actuellement, non pas, on ne va pas vous demander la culture A, B, C, l'année 1, 2, 3, qu'est-ce que vous mettez comme matière organique. Il faut rentrer directement la moyenne de l'azote organique. Voilà. Donc, après, voilà, dès que vous avez un cahier d'épandage, vous avez noté vos apports, vous faites la moyenne et vous rentrez la valeur. Donc, pour l'instant, ce n'est pas relié à d'autres outils. Voilà. Donc l'éleveur, une fois qu'il a compris les informations des journées de pâturage, il peut les mettre. Voilà, c'est juste ça. Mais ce n'est pas un outil informatique. Il peut être relié à d'autres outils. À terme, je pense que c'est ce que nous ont dit les éleveurs, ça serait intéressant que ce soit relié à d'autres outils. Par exemple, si j'ai déjà enregistré mes infos de fumure, que ça soit fait automatiquement. Je n'ai pas à aller rechercher l'information. Ça évite le fait de faire ces calculs intermédiaires où potentiellement on peut se tromper. Mais bon, si on a compris comment ça se fait le calcul, c'est pas compliqué.
Mais merci pour les questions, merci Hélène pour les réponses. Du coup, on va passer à la partie biodiversité avec Vincent. Et puis, bon retour Hélène. Bonjour, Vincent Manneville, je travaille à l'Institut de l'élevage, je suis au service environnement et je suis chargé de biodiversité, entre autres. Bon, alors on va changer de braquet, là on va plutôt avoir une approche écosystémique, c'est-à-dire qu'on va regarder plus globalement ce qui se passe. Et juste pour refaire un petit peu le point sur ce qui s'est passé entre les histoires naturelles et l'agriculture depuis un siècle, c'est qu'en fait d'un côté on avait... les gens des histoires naturelles ou des muséums qui décrivaient des espèces et leur écologie. Et d'un autre côté, on avait une agriculture qui découvrait des moyens chimiques et technologiques pour produire plus. Et chacun évoluait dans son domaine sans trop se préoccuper de ce qui se passait de l'autre côté. Alors j'avais pris les gibiers et les chaddocks, hein, c'est un bon exemple pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez chercher sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut dire le concept de biodiversité, puisque c'est un concept, donc c'est l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes. Elle comprend aussi les interactions entre espèces, surtout les interactions entre espèces et leur milieu. Rappelez justement aussi que la biodiversité, c'est le moteur de la production, mais aussi de la vie. Pas de pollinisateurs, pas de reproduction pour les plantes à fleurs en règle générale, puisqu'il peut toujours avoir un peu d'éolien qui vient là-dessus. Pas de prédation, donc de compétition, donc pour la régulation des espèces qui pullulent, hein, des insectes piqueurs ou autres. Et enfin, sur les matières organiques, ça touche un peu au carbone, mais en tout cas, l'absence de matière organique crée aussi une perte d'activité biologique et microbiologique dans les sols. Donc n'oublions pas que cette biodiversité, c'est le moteur de la vie. Ça, je l'ai mis, on va le passer assez vite. Hein, donc on produit de l'oxygène aussi avec la biodiversité, avec toute cette chaîne, en fait, qu'elle soit photosynthèse, respiration et autres. Ça produit de la nourriture et aussi on a une banque de gènes disponible au niveau du règne animal que l'homme pourra utiliser pour redomestiquer peut-être des modèles animaux qui sont autres que ceux de maintenant et qui seront peut-être ceux de demain. Donc ça ne veut pas dire que le tout, la race dominante qu'on peut avoir en lait aujourd'hui, c'est celle qu'on risque d'avoir à la fin du siècle. Je ne donne pas de nom, hein, comme ça évite... voilà. Alors, moi, je pense qu'on va revenir sur des bases. On n'a pas voulu vous présenter un outil d'évaluation parce que ça faisait 2 ans qu'on le présentait. Il s'appelle Biotex 4.0 qu'on a fait évoluer. Et moi, je voulais revenir plutôt à la genèse un petit peu de ce qu'on a fait quand on a fait ces comptages. Puisqu'en fait, on a essayé de mesurer des choses dans des milieux qui étaient contrastés. Et en fait, l'idée, c'était de prendre un champ d'espèces taxonomique. Pour faire bien, j'utilise des mots un peu de temps en temps, comme ça, j'aime bien. Ça montre qu'on est expert. En fait, rien du tout. Hein. C'est un champ d'espèces et pour lequel on a fait le pari de se dire il y a des espèces qui sont plus inféodées au milieu, à la terre, par exemple, ou à la prairie, et d'autres qui sont moyennement mobiles et d'autres beaucoup plus mobiles. On avait aussi une série de services, je ne vais pas vous les développer, mais en tout cas, par exemple, les oiseaux... joue en fait le côté un peu prédateur si on prend les insectes, mais aussi le côté essaimage des graines pour les remettre dans les milieux multiples et variés, et donc conserver la biodiversité, on va dire, des milieux. Donc ça, vous le verrez parce que le diapo sera disponible, et si on appuie, il doit y avoir une petite animation. En fait, on avait une commande de professionnels qui nous a dit, ben voilà, on est en 2008, 2009, il faudrait que nous, on s'approprie en fait ce sujet-là, puisqu'on ne sait pas par où le prendre. Biodiversité concept, des concepts qui étaient décrits aussi par des organismes, on va dire, qui étaient à vocation mondiale, et de se dire comment on peut faire pour parler de ça. Donc le challenge, c'était d'identifier et de valider des indicateurs qui étaient scientifiquement validables, et des indicateurs. Alors j'ai mis indicateurs directs, indirects, parce que c'est des indicateurs, on verra pourquoi. C'est des indicateurs qui sont plutôt des objets et qui ne sont pas des éléments de vivant. Et puis, sur une exploitation, on travaille à l'échelle de l'exploitation. Alors moi, j'ai un peu remis ça un peu à une sauce sur le questionnement. C'était la question, c'est comment on peut répondre dans des composantes paysagères, une complexité paysagère donnée, avec une pression de pratique agricole fixée par l'activité agricole, et quelle était la réponse sur la biodiversité.
facile à dire, réponse sur biodiversité, c'est générique. On a travaillé sur les abondances des espèces, de celles que vous voyez, le cortège là, et sur les richesses spécifiques, nombre de variétés ou variétés disponibles au sein d'une espèce. Voilà. Et en fait, une fois qu'on a fait tout ce travail, je vous ferai une petite démonstration statistique là, entre guillemets, sur les lois de réponse qu'on a eues. Mais en gros, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on s'est dit, intentionnellement, avec nos agriculteurs, éleveurs, on travaillera plutôt sur des composantes paysagères et agricoles si on arrive à avoir des réponses sur biodiversité. Donc on va voir un petit peu, sur un exemple, les réponses qu'on a eues sur ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Tu peux envoyer toute la série d'animations, je crois. Voilà, c'est bon. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris différents systèmes dans différentes zones, 12 exploitations sur une zone océanique, 12 exploitations sur une zone semi-continentale, 12 exploitations sur une zone de moyenne montagne humide. C'était ici. Clermont, il y avait les Combrailles et le Livradois-Forez. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque exploitation, on avait 4 parcelles qui étaient utilisées sur des gradients. C'était de la prairie permanente, donc on a compté ce qui passait au-dessus de la prairie permanente en volant, mais aussi ce qui était plus inféodé à cette prairie. On a numérisé, en fait, l'ensemble des objets, des alignements d'arbres, de haies, de mares, etc. On a numérisé donc pour caractériser mon axe vertical, les composantes paysagères. Donc on a qualifié ça, c'était pourcentage du territoire qui est couvert, enfin du buffer à 300 mètres, qui est couvert par de la haie, de la mare, de l'alignement d'arbres, de l'arbre. Donc on a des gens qui ont fait ce travail de numérisation. Et on a fait des buffers à 300 mètres, 1500 et 3000 mètres. Pour une raison simple, c'est qu'à 300 mètres, on a parié que c'était plutôt les espèces qui étaient inféodées qui allaient répondre sur ce buffer-là. Et quand on avait des espèces qui étaient très mobiles ou de passage, on serait plutôt sur du 3000 mètres. Donc voilà, on passe. J'ai essayé de tenir. C'est 15 minutes? Ah ben c'est pas le diapo. C'est pas le mien, ça. Voilà. Bon, on va revenir un peu avant. En fait, j'avais une grille avec les lois de réponse statistiques. Voilà. Donc, ce n'est pas le diapo initial. Bon, juste, on va revenir un petit peu avant. Voilà. Voilà. Donc, on va revenir un peu avant. Je pensais que ce n'était pas... parce qu'on a modifié quelque chose. Donc, on avait quelques éléments. Ça, c'est des éléments de réponse qui nous donnaient des réponses. On va la passer parce que c'est après. On va parler de ce fameux des chiroptères. Là, il y a une diapo qui était parasite. C'est pour ça que ça trébuche un peu. Donc, les chiroptères, chauves-souris, ils ont une particularité. C'est que cette particularité, c'est un mammifère volant. Ça fait qu'un petit par an. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est qu'en plus, elle est très dépendante des alignements d'arbres et autres objets qu'on va retrouver spatialisés sur un territoire parce qu'elle vole par écolocation. Elle envoie une onde, elle la réceptionne, elle peut se spatialiser sur un territoire et naviguer sur un territoire pour faire de la prédation grâce à ces éléments-là. De plus, ça vit 25 ans. Ça fait qu'un petit. Donc, c'est une espèce, on va dire, dite parapluie, qui représente bien de ce qui se passe en dessous, en termes d'insectes ou autres, parce que ça se nourrit de mouches et d'autres volants, des oiseaux, des papillons de nuit aussi. Et voilà, donc c'est une espèce qui est très fragile. Si elle disparaît avec la longévité qu'il y a, c'est qu'il y a eu quelque chose, un crash quelque part. Si on passe à la suite, juste pour vous dire comment on a travaillé avec des bat box. Les bat box, ça permet d'enregistrer les ultrasons qu'elles émettent quand elles naviguent. Donc on savait si elles étaient à la chasse parce que ça fait un buzz ou si elles étaient en crise sociale, c'est-à-dire qu'elles étaient dans leur colonie puisqu'elles vivent de façon grégaire. Et en fait, chaque espèce, puisqu'on va confronter ce qu'on a enregistré avec une boîte qui enregistre les ultrasons, eh bien on va avoir pour chaque espèce un sonogramme dédié, ça c'est le muséum qui a fait ça, et on va décrypter ce qu'on a enregistré sur plusieurs nuits comme espèces qui sont présentes sur ces territoires. Normalement, j'avais, mais comme c'est pas mon c'est-à-dire qu'on ralentit de 20 les ultrasons, on ne les entend pas. Hein. Si vous dites j'ai entendu une chauve-souris voler, c'est plus ses ailes à mon avis que le cri. Et donc le ralentir, ça nous donnait, ça fait un bruit comme les oiseaux. Mais là je l'ai pas, c'est pas matché dessus. Voilà. Et donc pour vous donner un peu la réponse qu'on a eue par rapport à ces chiroptères, eh bien si on prend, c'était la densité. Si la densité de forêt, par exemple, augmente d'un point, la richesse spécifique augmente de 1,2.
Donc on avait le cas en Basse-Normandie et puis sur Lorraine-Champagne-Ardenne. Donc on a eu une loi de réponse statistique significative, c'est significatif sur le plan statistique, cette réponse. Donc on a eu des effets comme ça, par exemple 1,74 comment c'était ça, sur Lorraine-Champagne-Ardenne. C'était aussi des densités de forêt à 3000 mètres. Voilà. Donc en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que sur les lois de réponse qu'on a, ça ne répond pas toujours de la même façon dans la région. Donc ça voudrait dire aussi que quelque part, on ne peut pas régler le problème des espèces de façon unilatérale en France, puisqu'on est dans des complexités paysagères différentes et autres. Voilà, c'était juste pour vous dire que tout ça, pour chaque cortège d'espèces, enfin chaque espèce que je vous ai énoncée tout à l'heure, on avait ce traitement statistique qui a été fait. C'est une méthode par bloc. Ici, les blocs les plus importants, on remarque que le paysage est très important, au moins pour Auvergne-Champagne-Ardenne, en termes d'explication des richesses spécifiques et des abondances. Et ici, on aurait peut-être un peu plus les pratiques agricoles sur Champagne-Ardenne qui expliquent ça. Si on connaît Champagne-Ardenne, derrière, on sait à peu près pourquoi. Puisqu'en fait, on a des parcelles qui sont beaucoup plus grandes, on a des milieux plutôt de céréaliculture. Ces alignements d'arbres et autres ont plutôt disparu. En tout cas, il y a des déconnexions, des fragmentations de territoire. Voilà. Donc, si on passe à la suite, donc, c'est pour conclure, avoir un peu un élément de discussion autour des chiroptères. Donc, chaque traitement statistique, quand il y avait une réponse qui était significative, on a essayé de l'illustrer par une règle biologique. Donc, pour vous dire, espèce parapluie, ça, je l'ai traité. Les éléments verticaux d'un paysage, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver comme arbres et ou autres éléments, sont très importants dans le cadre de ces continuités paysagères qui leur servent un petit peu d'autoroute pour de la prédation. Et enfin, on sait qu'au sein de ces paysages agricoles, quand en fait on a des espèces qui sont très spécifiques, de la pipistrelle ou autre, dans un endroit, en fait, c'est parce qu'elles ont des comportements de chasse qui sont différents. Donc, dans des milieux qui sont plutôt bocagers, on va être sur des espèces qui sont sur cueillette, et pour les autres, sur des alignements d'arbres, on va dire plutôt grandes parcelles, mais avec des zones qui sont très connectées en termes de haies ou autres, on va avoir des espèces qui sont en poursuite. Et quand on est dans des milieux intermédiaires, on a d'autres espèces. Donc, avec le muséum, on a commenté tout ça. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que dans tous les milieux pour lesquels on a bossé, on en a trouvé. En gros, on retrouve 20 espèces en Europe, ou 21 espèces en Europe. On a fait pratiquement l'inventaire de ce qu'il y avait en Europe sur les 3 zones climatiques qu'on avait choisies. Alors maintenant, on va passer à une autre partie. Donc ça, c'était la partie plutôt écosystème, plutôt tout ce qui était sur la partie, on va dire, aérienne. Et ça va un petit peu rebooter ce qu'a fait Hélène et dit Hélène, c'est qu'on va revenir sur la partie sol. Parce que la partie sol, on la regarde aussi comme étant aussi une richesse en termes de biodiversité. Et nous, on a pris la définition de travailler sur la fertilité des sols, non pas sur une fertilité des sols qui était liée à des rendements maximum qu'attend un éleveur ou autre, mais plutôt sur les conditions pour que le sol fonctionne bien en termes d'activité biologique, pour qu'il puisse restituer les éléments nutritifs simples nécessaires aux plantes, mais aussi les réorganiser pour éviter des pertes, par exemple comme les nitrates dans l'eau. Voilà. Donc en fait, la matière organique, le sol et la matière organique est un peu centrale, d'une part pour la qualité physique des sols, en termes de structure. Des sols tassés, c'est des sols où on va perdre de l'activité biologique liée à ce tassement. La fertilité chimique des sols, donc en termes de nutrition, je vous l'ai expliqué, organisation, réorganisation, mais aussi les impacts, ce qu'on appelle les disservices, c'est l'impact sur l'eau. Donc si on va sur la suite, je vous le passe très rapidement. Donc on a pris des indicateurs sur l'activité biologique des sols. On a pris en considération l'activité enzymatique. Donc sur plusieurs enzymes, protéases, le soufre, donc protéines, c'était plutôt azote, soufre et les glucoses. Et donc, on a fait des analyses pour voir un petit peu comment ces sondes-là, enzymatiques, répondaient au niveau du sol. Je vous le passe, mais il y a des publications qui ont été faites par Séverine Puity et Caroline Petugent sur ce sujet-là. Donc, en gros, on a pris comme indicateur biomasse microbienne et 6 activités enzymatiques. Voilà. Et puis, on va regarder quelles sont les réponses que ça a apportées au niveau là, on a pris protéase. Donc, en fait, on regarde le niveau des activités enzymatiques là, sur protéase, par exemple, le cycle de l'azote. Quand on est sur des cultures annuelles,
l'intégration de la prairie temporaire, courte, longue, et puis de la prairie permanente. Et donc, on a un effet sur les activités enzymatiques. On se retrouve dans des prairies permanentes à avoir des activités enzymatiques sur protéases, mais les autres, ça suit aussi, très importantes. Et ensuite, ça se dégrade un petit peu plus, puisque les conditions en grande culture ne sont plus les mêmes, puisqu'en fait, tous les ans, un sol, par exemple, de grande culture, va perdre entre 1100 et 1800 kilos de matière organique, naturellement, puisque l'activité biologique consomme. Donc, s'il n'y a pas d'entrée par ou la présence de prairies temporaires, ou les apports d'effluents, ou l'enfouissement des pailles, ou un sipan, eh bien, on va se retrouver en déficit structurel dans ces parcelles-là. Ça colle un peu avec ce que dit Hélène, au sens réfléchir sur la rotation, sauf que là, ils étaient dans Carsolel plutôt sur la parcelle, mais quand on regarde la dynamique sur du long terme, la place qui a été posée tout à l'heure d'une prairie temporaire dans une rotation, c'est important, parce qu'en fait, comme on a une combinaison, par exemple, avec des cultures annuelles qui structurellement perdent de la matière organique, pour maintenir à niveau une matière organique, par exemple, à 3%, pour que le sol assure encore des services, on va dire, environnementaux, eh bien, l'entrée de la matière organique par ces naissances racinaires, perte du débris végétal, par des récoltes ou du pâturage, va permettre de recharger les sols aussi. Donc, il y a une fluctuation de faire augmenter et de consommer en fait cette matière organique et de compenser aussi au niveau des effluents. Ce qu'il faut, c'est garder le cap, garder à 3% pour éviter des pertes nitriques, des pertes autres. Il y a un point qui est assez intéressant aussi, c'est que là, c'était sur la biomasse microbienne, c'est qu'on se retrouve à un niveau qui est autour de 300 quand on n'utilise que de l'azote minéral. Donc, je mets de l'azote minéral sur ma parcelle. Il y a une partie de l'azote qui est consommée par les plantes, mais il y a une autre partie qui va consommer des chaînes carbonées et de l'azote pour sa multiplication. Et ensuite, ces bactéries vont se retrouver aussi, peut-être avec la mortalité, redevenir des éléments nutritifs simples. C'est l'organisation, réorganisation dont on parlait. Quand on met du fumier, on a une activité du fumier de bovin, on a une activité biologique qui est plus importante. Et enfin, quand on est sur fumier de bovin et azote minéral, on se retrouve sur un gradient qui est encore différent. Et donc, l'explication, je vous la donne, je ne vais pas vous poser la question, mais je vais vous la donner cash, c'est qu'on pourrait se dire, mais comment ça se fait que finalement, on arrive à booster avec de l'azote minéral? En gros, un fumier, c'est un rapport C sur N qui est de 18, carbone-azote, pardon. Quand je mets de l'azote, le sol, lui, a un rapport C sur N de 10. L'activité biologique, c'est 8. Sous couvert de la recherche qui va écouter ce que je dis et peut-être dire c'est pas ça. Mais en gros, c'est ça en moyenne dans les sols français. Eh bien, en fait, le fait d'amener un rapport C sur N, un produit qui a 18, 18 carbone pour 1 kg d'azote, eh bien, le fait de ramener de l'azote pur, on va retrouver à l'équilibre en fait, de ce qu'on doit retrouver. Enfin, on tend vers l'équilibre du rapport C sur N de 8. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve avec une biomasse microbienne qui augmente beaucoup, puisqu'en fait, c'est comme en alimentation animale, la ration commence à être équilibrée entre l'énergie qui est apportée, l'azote qui est disponible, et puis le développement de cette biomasse microbienne. Voilà l'explication de façon très rapide de l'affaire. Voilà, et puis j'avais mis ça, c'était pour faire une jonction avec Hélène, mais comme on a inversé les exposés, c'était de montrer qu'en fait, donc on a des turnovers au niveau de la matière organique qui vont être plus ou moins rapides selon leur teneur en tissus pariétaux type lignine. Donc plus on a un élément qui est grossier, plus le turnover, c'est-à-dire la consommation de cette matière organique va être rapide. Ici, on a un produit qui est un peu intermédiaire, c'est-à-dire sûrement prédigéré. Donc on va avoir un turnover qui est moyen, qui est entre 5 et 15 ans. Et puis ici, c'est les turnovers qui peuvent être presque à l'échelle du siècle. Alors, deux choses, c'est qu'on a, dans les tests qui ont été faits sur des stations de l'INRA, puisqu'on a fait des échantillons sur des stations où on avait l'histoire des parcelles, il y avait une partie sans effluent et une partie avec effluent d'élevage. Donc, ce qu'on montre, et c'est de façon assez significative sur les parties du stockage à long terme du carbone organique ou à moyen terme, c'est que c'est significatif, et ça veut dire que l'apport d'effluent booste le stockage de carbone dans les sols quand on le considère de cette façon. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là et puis passer
à la suite, et puis on passera aux questions après. Merci Vincent. Du coup, voilà, comme Hélène a présenté la partie stockage de carbone, Vincent la partie biodiversité, et comme il l'a conclu à la fin avec cet aspect apport d'effluents qui est à la fois bénéfique à la biodiversité et au stockage de carbone, il y a des leviers qui sont bénéfiques à la fois pour la biodiversité et le stockage de carbone, même si là, on a procédé en silo, d'abord le stockage et ensuite la biodiversité. Juste en ouverture, avant de prendre les questions, pour rappeler qu'il y a quand même des leviers, des grandes lignes de pratiques et d'éléments qui sont favorables à ces éléments, biodiversité et stockage de carbone, que ce soit au niveau des prairies temporaires et des prairies permanentes, que ce soit, comme l'a évoqué Vincent à la fin, de l'apport d'effluents d'élevage, également ce qu'on appelle la mosaïque paysagère. Alors ça, Vincent en parlerait mieux que moi, mais la mosaïque que forment les infrastructures agroécologiques et les cultures au niveau de la parcelle de l'exploitation agricole et du paysage. Et enfin, ces éléments, infrastructures agroécologiques et agroforesterie, dont on sait qu'elles sont bénéfiques à la fois pour la biodiversité et le stockage de carbone. Voilà, c'était juste pour prendre un peu de recul sur stockage carbone et biodiversité qu'on a présenté en silo, mais il y a bien des pratiques et des leviers qui sont communs et bénéfiques au niveau des exploitations d'élevage. Merci en tout cas à Hélène et Vincent pour ces présentations. Désolé, on a un peu débordé au niveau timing, donc Hélène ne sera pas là pour les questions finales. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur la partie, au général, sur le stockage de carbone ou plus particulièrement pour la biodiversité avec Vincent, on peut faire circuler le micro. N'hésitez pas. Merci. Merci. J'avais une question sur le bad box. La manière comme tu as présenté, on dirait avec ce bad box, on pourrait éventuellement savoir si notre paysage a une bonne biodiversité. Attends, je vais reformuler. En présence un nombre de différentes chauves-souris, on peut savoir s'il y a suffisamment de haies, de forêts en proximité, la culture est gérée comme il faut. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Je réponds oui, parce qu'en fait, ça permet de faire une lecture paysagère. Tout à l'heure, je vous ai expliqué de façon peut-être un peu rapide que chacune des espèces avait chacune des variétés des chauves-souris avait un guilde propre, entre celles qui avaient des stratégies de poser, donc dans des zones bocagères, plutôt de faire imposer de la cueillette et redécoller, et celles qui étaient sur de la poursuite. Donc après, quand on a des zones qui sont plus fragmentées, qui sont plus ouvertes, en open field, l'espèce disparaît. En tout cas, elle va se réfugier ailleurs. Je ne veux pas dire qu'elle disparaît, mais elle va se réfugier ailleurs. Donc s'il y a des fragmentations importantes de territoire, elles ne vont pas pouvoir à un moment venir en gîte estival ou printanier estival, venir habiter dans des zones qui seraient plutôt fragmentées, c'est-à-dire isolées, non connectées avec le reste. Donc un des travaux qui est à refaire certainement au niveau national et puis en termes de chantier, la reconnexion en fait des infrastructures agroécologiques, si on les appelle comme ça, ou des éléments fixes du paysage, pour pouvoir assurer ces continuités paysagères. Même si on est sur des faibles densités, si c'est connecté avec des faibles densités, c'est-à-dire moins de 30% par exemple de densité d'IAE dans un territoire, en tout cas, il faut vérifier cette connectivité. Ça stimule ces autoroutes de biodiversité. Et la chauve-souris, ça a un intérêt, je l'ai mis, c'est une espèce un peu parapluie, puisqu'en fait, elle explique en fait, toute la chaîne taxonomique complexe qui va arriver derrière. Donc on peut faire de la lecture paysagère. J'ai oublié de dire qu'avec les bad box, on faisait autre chose, c'est qu'on enregistrait aussi les orthoptères de nuit, tous les machins qui crient la nuit avec le cri strident, hein, donc c'est les grillons. Et quand on les met à proximité de zones, on va dire qu'on trouve des mares, on retrouve aussi l'identité des batraciens qui peuvent crier la nuit. Donc on a un champ. Avec cette technique-là, moi je la trouve assez intéressante parce que finalement on a un champ d'investigation sur des espèces très mobiles ou plutôt inféodées. Le grillon, il a un déplacement, il est très peu mobile. Et puis après le batracien, lui il est plutôt lié à ce milieu-là. Mais oui, on peut le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue peut-être à faire ce travail-là d'investigation pour pouvoir illustrer
toutes les préconisations que l'on va faire sur nos indicateurs indirects qui sont la haie, l'arbre, la place un petit peu de tous ces milieux ou bordures de champs qui sont des milieux qu'il faut préserver justement pour ces espèces. Donc tout suit derrière généralement. Les oiseaux suivent, tous les cortèges suivent. Quand on prend la chauve-souris, on dit que c'est un peu une espèce phare ou parapluie. Ouais. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Personne d'autre, pas d'autres questions sur la biodiversité ou plus généralement? Juste, ça nous permet peut-être, Ouais. moi je vais rajouter, je pose des questions, je fais les questions, les réponses, ça ne va pas. C'est qu'en fait, on a une méthode qui découle de ça qui s'appelle Biotex 4.0. Cette méthode-là, elle a été construite à partir des résultats qu'on a eus en loi de réponse. Alors, il y a la bibliographie qui pouvait nous le dire aussi, hein, scientifique, mais en tout cas, ces jeux de travailler sur un cortège d'espèces du plus mobile au plus inféodé n'avaient pas été forcément faits comme ça. Donc, on a travaillé quand même avec la recherche. Hein. L'INRA était partenaire de ce programme-là. Il y avait France Nature Environnement aussi à l'époque, et le Muséum d'Histoire Naturelle qui nous a tout appris. Si je parle de chauve-souris, on croit que je suis un expert, mais l'expert, il est plutôt Jean-François Julien que moi. Mais en tout cas, j'arrive bien à répéter. Non ? Où j'ai bien compris ce qu'on attendait. Et on a posé pas mal de machines, puisque ces machines-là, on les posait à la fois à la mise bas, quand la chauve-souris était en lactation, c'est-à-dire entre juin et le 15 juillet ou 30 juillet. Et ensuite, on reposait les machines à partir du 15 août, quand la chauve-souris fait de l'apprentissage à la chasse du petit. Elle n'en fait qu'un. Hein. Donc ces deux phases-là étaient très importantes pour voir un petit peu comment ça matchait et si on retrouvait à peu près les mêmes niveaux. Je dépasse du propos, mais en tout cas, c'est un monde encore qu'on va continuer à découvrir. Et il y a des spécialistes très forts au Muséum d'Histoire Naturelle. Moi, j'avais une question. Du coup, je ne sais pas trop comment la formuler. C'est une analyse qui est par rapport au paysage. Et est-ce qu'il y a un impact de la culture qui est faite dans ce paysage? Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que du coup, enfin, on voit bien que si on arrose trop, on arrose trop de déjections et tout. Entre nous. Et ben voilà. Et ben du coup, on fait baisser la biodiversité. Si on utilise surtout. des produits phytosanitaires dans l'environnement. Comment, pardon? Vous parlez des produits phytosanitaires ou de... Non, je parle des déjections, par exemple. Si on apporte trop de fumure, ça sélectionne quand même une certaine catégorie de végétaux. Eh bien, ça, on le verra sur Bourdon plutôt. Puisqu'en fait, on va faire disparaître, si on a des fertilisations azotées qui sont plus importantes sur des milieux plus pérennes, type prairies permanentes ou autres, là, on va voir sur Bourdon, c'est ça l'intérêt d'avoir pris toute cette chaîne, c'est que les fertilisations azotées plus importantes sélectionnent plutôt les graminées à moyen terme et finalement vont faire perdre toutes les cultures à fleurs. Et ce qui nous dit aussi que l'effet bordure, arrêter de passer du Roundup sous les clôtures électriques, etc., laisser des fleurs venir. Si on a une préoccupation de plus intensification de cette prairie permanente, qui peut avoir une réponse aussi en termes de rendement, il faut laisser aussi un espace en bordure de fleurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de leur dire aussi, en préconisation, c'est la méthode d'évaluation qui nous permet d'aboutir à ces réponses à agriculteurs. Quand on est sur de la prairie permanente, qu'on est dans des zones humides, par exemple, ou des zones plutôt sèches, c'est-à-dire des zones avec une contrainte de milieu, eh bien, on leur dit arrêtez de mettre de l'engrais dessus, laissez faire, parce que de toute façon, l'engrais ne répond pas sur les zones sèches, et laissez plutôt cet écosystème fonctionner, pâturez-le de façon légère, mais gardez ces zones qui sont des zones généralement ou de dénitrification ou des zones qui hébergent d'autres espèces. Et ça ne sert à rien de les pousser. De toute façon, ils perdent de l'argent à les pousser. Par contre, on peut faire du pâturage léger avec des animaux qui n'ont pas besoin d'un niveau de productivité ou d'un GMQ important, quoi. Donc on répond avec les bourdons puis les chauves-souris. Donc on a essayé d'imbriquer tout ce monde-là ensemble dans les lois de réponse et notre outil qui sort. J'ai répondu. Merci. Il y a une question derrière. Moi, j'avais une question par rapport à Vous avez parlé de la fertilité des sols, qui avait l'apport fumure avait un rôle à jouer ici dans le captage du carbone, mais aussi dans la biodiversité.
Je travaille en fait dans la méthanisation et j'avais une question par rapport à l'utilisation des digestats, que ce soit du liquide ou solide. Est-ce qu'il y a déjà eu des tests, des études qui ont été faites pour voir l'impact que ça avait sur la biodiversité, si c'était un impact positif ou négatif et les limites en fait d'apport. Donc effectivement, ça rejoint la question précédente par rapport à s'il y a un apport conséquent, ça aura plutôt un effet négatif en favorisant certaines espèces et en éliminant d'autres qui sont intéressantes. Donc voilà, est-ce que vous avez des réponses à apporter à ce sujet-là? Vous voulez dire que je réponds à tout, mais on va faire une analogie simple. En fait, un digestat, lui, quand on le rentre, si on rentrait un fumier, sachant que les fumiers, c'est peu méthanogène, si on rentre un fumier avec d'autres choses dedans, on a en gros un rapport C sur N qui est de 18 à l'entrée. À la sortie, le rapport C sur N du digestat, il est autour de 4. 3-4. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a perdu des chaînes carbonées. Mais ça veut dire aussi qu'on a l'azote qui va se modifier. C'est-à-dire que les formes qui étaient sous forme organique à l'entrée vont passer sous des formes minérales. NH4+, et NO3- en l'occurrence. Voir si on ouvre un peu plus, ça fait de l'ammoniac qui va décoller. Et donc, en gros, le comportement d'un digestat, produit intéressant, c'est qu'il réagit comme un engrais, on va dire, plutôt ammonitrate. Donc la conséquence qu'on peut avoir sur les sols, si on n'utilise que du digestat, alors les 3 qui restent en carbone, c'est souvent des carbones, Katia, c'est souvent les carbones ça a été digéré une première fois par notre animal, une deuxième fois par machin, on sera sûrement sur des carbones et des formes ligneuses. Hein. Donc, on veut dire que c'est des carbones stables, ceux-là, qui vont stocker. Par contre, sur l'activité biologique, d'avoir des bactéries du sol ou des micro-organismes qui vont consommer, s'il y avait une entrée unique de carbone par ce digestat, il n'y a plus rien à consommer là-dedans. Donc, en fait, ce que va faire l'engrais, enfin l'azote combiné avec ce qu'il y a dans le sol comme ressource labile en termes de matière organique, va faire qu'on va consommer, comme quand on met de l'ammonitrate, hein, je vous ai montré le graphique tout à l'heure, fumier plus engrais, et bien en fait, on va retendre, tandis que là, on va retendre vers, comme on est sur un rapport C sur N de 3, en fait, on va taper dans le stock de ce qu'il y a dans le sol. C'est comme si on utilisait de l'ammonitrate uniquement. Donc en fait, on va consommer entre 1 tonne et 1,8 tonne de matière organique quand on a une stratégie grande culture derrière ça. Quand c'est sur prairie, on risque d'avoir une sélection qu'on disait là sur la flore. C'est-à-dire d'avoir des flores qui vont, si on les utilise de façon plus drastique, c'est-à-dire que quand on est sur de la fauche ou sur de la prairie, sur de la fauche à plus de 80 kg, j'y vais comme ça, hein, mais il faut voir les milieux dans lesquels on est, il faut vous donner un peu de chiffres quand même, et à moins de 40, quand on est sur du pâturage, parce qu'il y a le recyclage aussi de l'azote qui est fait par l'animal, et bien en fait, là, on commence un peu à effondrer les richesses, la diversité floristique d'espaces prairiaux dits naturels. On ne parle pas de prairie temporaire, hein, puisque la prairie temporaire, on a mis 3 espèces ou 10 ou une semée qui peut être un régras. Voilà. Donc en gros, ça répond comme de la mot. Et il faut toujours se soucier de savoir que mon sol, il faut que je garde un niveau de matière organique suffisant. Ça correspond aussi à ce qu'Hélène disait tout à l'heure, c'est que là, la stratégie, c'est de recharger les sols pour faire du stockage et récupérer les carbones qui ont été mis en l'air ces 40 dernières années et les stocker dans le sol, mais aussi la vertu aussi de garder la vie dans les sols. Il y a double effet, là, plus sur le 4 pour 1000. Mais 4 pour 1000 avait visé le stockage de carbone. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et par rapport au digestat solide, qui est du coup un C sur N plus élevé, autour de... Sur la méthanisation sèche ? Ouais, enfin non, c'est de la liquide, mais avec une séparation de phase. Et ben, ce qu'on va retrouver sur la séparation de phase, c'est la partie plutôt tissus pariétaux, lignine, où les formes de cellulose sont moins accessibles, on va dire, aux micro-organismes. Donc la séparation de phase, on va mettre la matière sèche d'un côté, on va mettre le liquide de l'autre. Donc le liquide, c'est clair que là, on est à 60-70% d'azote ammoniacal en teneur, hein. Même s'il y a du volume, mais en tout cas, ça répond presque comme de l'amour. Hein. Ouais, vous êtes d'accord, parce que vous êtes sûrement plus expert que moi sur ça, mais les tendances, c'est ça. Bon produit, le digestat. Mais attention, je vais pousser un petit élément là, qui n'est pas un élément de conclusion, mais les digestats utilisés dans des cadres uniquement de grande culture font qu'on est en train d'appauvrir les sols en matière organique. Donc on dit que c'est de l'énergie verte.
Mais en fait, on est en train d'appauvrir les sols en matière organique puisqu'on fait les cultures annuelles dessus, et que ce qu'on va rapporter en matière, en matière organique en fait, sur ces sols, si c'est que du digestat, s'il n'y a pas d'autres stratégies de recharge, on est en train d'épuiser nos sols. Il y a de la controverse là-dessus, hein, je peux vous le dire. Hein. Mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas toujours vert. Par contre, quand on concilie, moi j'avais vu ça, mais c'est un avis, on ne peut pas dire personnel, mais techniquement, les digesteurs, c'est un super truc pour pouvoir gérer des déchets ultimes dont on ne savait pas quoi foutre à une époque. Maintenant, c'est devenu une richesse. Les graisses d'abattoir, les contenus digestifs, etc. On disait, mais on ne sait pas quoi foutre de ces trucs-là. Et puis maintenant, ça devient très spéculatif. Donc un déchet qui devient après un produit spéculé, ça devient compliqué la vie. Hein. Mais donc, il faut être un peu... Enfin, je pense qu'il faut porter un regard sur mettre des terres qui sont à vocation culture nourricière, avec des cultures quand même qui sont dédiées à l'alimentation, foutre ça dans un digesteur pour faire de l'électricité. Personnellement, ça me pose un problème. Après, on s'en fout de ma personne, mais je veux dire que ça pose problème. Merci Vincent pour les éléments de réponse. On a écoulé notre heure ensemble sur ce sujet stockage carbone et biodiversité. Désolé, on a un peu dépassé du planning prévu, mais on a démarré en retard, c'était pas de notre faute. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à échanger avec Vincent à la fin de la conférence. Merci à vous en tout cas pour votre participation et votre écoute. Et puis bonne fin de journée.